Nous allons maintenant effleurer quelques connaissances scientifiques actuelles. Commençons par le modèle médical. La psychanalyse a été créée dans un désir scientifique par ses précurseurs, mais actuellement elle ne correspond pas au statut de science, humaine ou biologique, mais elle a une place tellement importante dans l'imaginaire collectif de la culture française qu'elle est source de nombreuses confusions. Ici, je vais tenter de différencier la psychanalyse en tant que théorie, la psychanalyse en tant que thérapie, et la psychanalyse en tant que héritage, ce qu'on appelle la psychodynamie. La psychanalyse en tant que théorie fait appel au domaine de la croyance plutôt que de la connaissance, étant donné qu'elle n'a jamais pu être prouvée. Elle s'articule autour de mouvements, de dynamisme entre différents espaces conscients et inconscients. Cette théorie permet une représentation psychique et donc une organisation de moyens thérapeutiques. La thérapie analytique définit la rencontre du sujet avec la souffrance psychologique comme une opportunité de modifier son rapport au monde, de prendre en compte sa vie mentale. La construction de la théorie psychanalytique et de la psychothérapie analytique s'est faite de manière interdépendante, faisant des allers-retours vers la clinique des patients et leurs souffrances et une représentation théorique de leur vie psychique. Cette accumulation de connaissances et d'expériences a laissé un héritage dans lequel nous pouvons retrouver de nombreuses psychothérapies, mais également des concepts jusqu'alors inconnus, comme par exemple la notion de transfert qui permet de tisser une relation thérapeutique en contrôlant et en adaptant la vision que le patient a de son thérapeute. Il existe de nombreuses thérapies qui ont vu le jour sous le nom des thérapies psychodynamiques. Les détracteurs de ce mouvement lui reprocheront un certain apragmatisme et parfois de dogmatisme, puisque la discipline ne peut pas s'enseigner de manière universitaire. Il existe d'autres modèles psychologiques permettant d'expliquer le fonctionnement psychique. Le comportementalisme et le cognitivisme en est un très répandu. Ce modèle s'inspire très largement des théories de l'apprentissage. De la même manière que votre esprit ne s'attarde pas sur la prise de conscience de chacune des contractions des 17 muscles composant la motricité de la marche, votre esprit ne s'attarde pas sur toutes les étapes permettant la production de pensées et la vie psychique. Ce modèle postule donc que nous apprenons à automatiser notre vie psychique. Cet apprentissage reposerait sur d'innombrables boucles d'interaction avec notre environnement. Certaines de ces boucles d'interaction avec l'environnement vont être sélectionnées puis renforcées puisqu'elles ont un avantage en termes de sécurité pour l'organisme ou bien en termes de gain d'énergie. Nous allons donc au fil de notre existence nous spécialiser dans une manière de réagir à un stimulus donné. Ce processus de spécialisation est très complexe et je ne le traiterai pas ici, mais je veux vous présenter un exemple de boucle de réaction à l'environnement. Tout commence par un stimulus, une situation déclenchante. Dans notre exemple, ce sera une personne phobique des chiens qui rencontre un chien sur un trottoir. Ce stimulus va créer une émotion négative telle que la peur chez le sujet. Cette émotion va faire naître, de par sa spécialisation, différents types de pensées, généralement négatives. Cette superposition de pensées et d'émotions vont induire un comportement acquis au fil de l'existence et de la spécialisation, plus particulièrement la fuite dans cet exemple, mais également va entraîner des anticipations, notamment l'incapacité de sortir de son lit de peur de croiser un chien. Ce modèle psychologique dégage 3 pistes de travail thérapeutique. La première concernant les émotions, avec un apprentissage de la relaxation, de la gestion des émotions, de la méditation. Concernant les cognitions, autrement dit les pensées, un travail de restructuration cognitive par le langage qui n'est pas sans rappeler l'héritage psychanalytique. Mais également un travail sur les comportements et les réactions, avec des mises en situation et un affrontement progressif des situations déclenchant le stimulus.
Il s'agit, à l'instar de la psychanalyse, d'un mouvement psychologique qui demande de l'expérience et beaucoup de temps pour être correctement appréhendé, même si sa vulgarisation rapide peut laisser entendre le contraire. Les neurosciences regroupent les études du système nerveux, du point de vue de sa structure et de son fonctionnement. Il existe de nombreuses approches moléculaires, cellulaires, développementaux, génétiques et cognitives. J'en passe. Voici par exemple une image reflétant l'activité moléculaire du cerveau. La neuroimagerie fonctionnelle est la frontière de l'approche moléculaire et de la neuroanatomie. La neurobiologie est un domaine des neurosciences qui a pris son essor dans les années 70, comme on en a parlé tout à l'heure. Elle a tenté d'expliquer l'action des médicaments en mettant en relation les troubles aux contours flous et les systèmes neurochimiques sur lesquels les psychotropes étaient censés agir. Mais il reste encore difficile aujourd'hui de mettre le lien direct entre l'interaction des récepteurs avec le niveau clinique. Approchons-nous un petit peu pour voir comment fonctionne cette neurobiologie. Voyons donc une représentation de ce système neurobiologique. Un cerveau, nous nous intéressons dans une localisation bien spécifique des noyaux gris centraux. Vous retrouvez des neurones, deux neurones qui sont connectés par une synapse. En blanc, l'influx nerveux et en violet, bleu, les petites balles qui représentent les neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs sont l'information sur le plan moléculaire. Ils sont donc émis par le neurone présynaptique et réceptionnés par le neurone postsynaptique, puis sont réabsorbés par le neurone présynaptique. Dans la schizophrénie, par exemple, les synapses à dopamine, on se rend compte qu'il y a beaucoup de récepteurs et de sécrétions de dopamine qui entraînent une hyperstimulation du neurone postsynaptique, comme on peut le voir sur cette image. Et ce serait, en tout cas c'est corrélé à des symptômes d'hallucination, de délire qu'on retrouve dans la schizophrénie. Les balles vertes représentent les neuroleptiques qui viennent bloquer les récepteurs postsynaptiques à la dopamine dans certaines régions du cerveau, empêchant donc l'hyperstimulation de ces synapses. Pour ce qui est de la dépression, la faible la faible concentration de récepteurs et de neurotransmetteurs à sérotonine pourrait expliquer les symptômes dépressifs. Les balles blanches peuvent être des antidépresseurs qui permettraient de limiter la réabsorption et donc augmenter la concentration de neurotransmetteurs dans la synapse et donc permettre de rétablir un équilibre favorable. Les médicaments ne sont pas les seules substances à agir de cette manière. La cocaïne est par exemple un inhibiteur de la recapture de dopamine, entraînant donc une augmentation de la concentration de dopamine dans la fente synaptique. Cette augmentation, lors d'usage répété, peut entraîner la destruction des récepteurs postsynaptiques. La survenue de syndrome de sevrage et de dépression peuvent être corrélées avec cette destruction de récepteurs. Les sciences cognitives sont à l'honneur depuis une vingtaine d'années. Elles s'intéressent aux cognitions, terme complexe puisqu'il est porteur de plusieurs sens. Précédemment, dans les TCC, on a limité ce sens aux pensées spontanées. Ici, nous le définissons comme l'ensemble des processus mentaux observables. Vous avez une petite liste en bas. Les sciences cognitives représentent donc l'ensemble des domaines d'étude de la cognition.
Vous voyez sur ce schéma une représentation des domaines réunis par les sciences cognitives. Vous voyez que c'est des domaines qui sont assez larges, prenant en compte les neurosciences qu'on a explorées tout à l'heure, la psychologie, qu'on a vu également tout à l'heure, mais des principes philosophiques, anthropologiques, de l'éducation, de la linguistique et le domaine de l'intelligence artificielle informatique avec la cybernétique. S'il y a une seule diapositive à retenir, c'est celle-ci. Il s'agit d'un modèle qui tente de combiner l'ensemble des connaissances de la maladie mentale. C'est un modèle qu'on appelle vulnérabilité, stress, compétences, d'après Lecomte et Leclerc en 2012. Pour mieux l'appréhender, nous allons construire un graphique. En ordonnée, vous voyez apparaître la vulnérabilité psychologique, comprenant donc le fonctionnement psychologique, les anomalies du développement, les limites cognitives et les particularités génétiques. En abscisse, vous trouverez les événements stressants rencontrés. Nous les objecterons par les faits établis par les événements de vie, deuil, trauma, etc. Mais également par du ressenti des émotions et le ressenti de l'ennui au quotidien. À partir de ces deux variables, nous pouvons tracer une ligne, cette ligne jaune. La surface sous cette ligne est la zone de fonctionnement non pathologique. Au-dessus, c'est la zone de fonctionnement pathologique. Nous pouvons donc constater une relation importante. Plus notre vulnérabilité est forte, moins le stress a besoin d'être important pour déclencher la maladie. Vous êtes donc tous des potentiels schizophrènes. On y viendra au moment venu. Donc, tout est une question de stress. Pas exactement. Cette ligne jaune, je l'ai placée arbitrairement. Mais il existe des éléments qui permettent d'appréhender sa position. Il s'agit des facteurs protecteurs. Ils regroupent l'ensemble des interventions psychologiques, médicamenteuses et sociales existantes. Nous retrouvons les habilités sociales de l'individu, le soutien familial et de la société, l'estime de soi, la gestion du stress et les traitements médicamenteux. Ce graphique montre donc que nous avons tous un seuil au-dessus duquel nous tomberons malades lorsque nous subissons un stress trop intense qui nous y amène. Mais ce seuil peut être modifié par l'acquisition de nouveaux facteurs protecteurs. Nous avons donc une possibilité d'agir sur notre maladie. Ce modèle est très intéressant et regroupe l'ensemble des connaissances que j'ai pu partager avec vous, mais il présente une limite importante. Il ne prend pas compte du processus individuel que l'on appelle le rétablissement, qui traverse tout individu qui tombe malade. Mais avant de parler du rétablissement, nous allons parler du handicap. Nous sommes réunis puisque nous nous intéressons à la question du handicap psychique. Bien que la plupart des personnes concernées sont également atteints de maladies psychiques, le handicap ne se limite pas à la maladie. Nous pouvons définir le handicap par la limitation de l'activité. Le paradigme médical que nous avons longuement décrit ici place la dysfonction fonctionnelle ou la lésion organique comme l'origine de la limitation d'activité. Donc, l'optimisation des soins revient à la diminution de l'handicap. L'approche sociale place l'organisation sociale comme à l'origine de la limitation d'activité. Si vous avez du mal à vous représenter cette approche, pensez tout simplement à un gaucher essayant de couper une feuille avec un ciseau classique fait pour les droitiers. Adapter l'environnement permet de diminuer la limitation d'activité.
La notion de rétablissement émerge depuis peu dans la prise en compte du handicap. Il s'agit d'envisager la situation à partir du patient. Finalement, de prendre en compte la représentation qu'il a de ses limites, et donc de l'autostigmatisation. Il s'agit d'un cheminement personnel pour passer d'une posture passive à une posture active, ce qui permet la diminution de la limitation des activités. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin cette vidéo. Il s'agit de la troisième et dernière partie de l'introduction à la conférence donnée auprès des dentistes libéraux qui souhaitaient s'informer pour la prise en charge des patients atteints d'handicap psychique. Vous trouverez en descriptif de cette vidéo les références qui m'ont permis d'élaborer ces réflexions. Je vous remercie encore de votre curiosité et de l'intérêt que vous portez à ce domaine de la connaissance humaine.